La question du moratoire continue à partager, continue à diviser aussi les juristes que les politiques. Nous allons essayer d'analyser avec un professeur et un expert en droit. Lui, c'est le professeur Ahmed Hassan. Bienvenue. Merci encore une fois de plus, mon cher Jean-David Kilolo, pour l'invitation. Voilà, le moratoire en République démocratique du Congo, ça a été levé par la ministre de la Justice. Et par rapport à ça, selon certaines informations, c'est que c'est depuis 2003, janvier 2003, qu'il y a eu ce moratoire. D'abord, qui a été initié par Mosé Laurent Désiré Kabila, reconduit par Joseph Kabila Kabange, et cette fois-ci, levé du moratoire par le président Félix Tshisekedi. La question est celle de savoir, est-ce qu'il y a eu un moratoire en République démocratique du Congo? S'il y a ces moratoires, pourquoi lever le moratoire alors qu'on s'attendait à ce qu'il y ait peut-être la levée ou qu'il y ait l'abolition de la peine de mort, puisque celui qui est au pouvoir, c'est un démocrate? Mon cher Jean-David, vous savez, lorsque j'ai reçu votre invitation, je ne pouvais pas ne pas y répondre parce que j'estime que la question du moratoire sur la peine de mort, la question de l'exécution de la peine de mort en République démocratique du Congo est une question capitale. Et au regard de la décision, la note circulaire qui a été prise par Madame la ministre de l'État en charge de la Justice et garde des Sceaux, Madame Rose Mutombo, j'ai constaté qu'il y a péril en demeure. Péril. Il y a péril en demeure. Et en tant que professeur de droit, je me suis senti dans le devoir républicain de donner mon point de vue pour que nous puissions, si possible, sauver encore le meuble avant que le pire ne nous arrive. Le moratoire, j'avoue que depuis que j'étais encore jeune étudiant à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, j'entendais parler du moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Mais j'avoue que jusqu'à la date de ce jour, je n'ai jamais vu un quelconque papier, soi-disant, décret portant moratoire sur l'exécution de la peine de mort ou ordonnance portant. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais lu. Et je mettrai quiconque à défi, c'est lui qui aurait déjà vu un tel papier. Ces papiers étaient signés par qui? Dans ce pays, mon cher Jean-David Kilolo, moi j'estime que Madame la ministre de la Justice et garde des Sceaux, Madame Rose, après avoir constaté peut-être la volonté politique du gouvernement de pouvoir exécuter la peine de mort, au lieu de s'adresser aux hauts magistrats comme elle a fait, je pense qu'elle devrait agir autrement. Pourquoi? Parce que dans ce pays, nous avons un organisme public, dénommé d'ailleurs un organisme d'appui à la démocratie qu'on appelle la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle. CNDH nous a produit un rapport très éloquent sur cette matière. Qu'est-ce que CNDH dit? La CNDH dit ceci: à la date de ce jour, il n'existe pas de moratoire des droits en République démocratique du Congo interdisant l'exécution de la peine de mort. CNDH est allé plus loin en donnant l'historique de cette question. Entre 1978 jusqu'à la prise du pouvoir par Mosé Laurent Désiré Kabila, à l'époque du maréchal Mobutu donc, la République d'Izaïre n'avait exécuté aucune personne. Et d'ailleurs, CNDH dit, à l'époque, ça a même valu un statut au niveau des Nations Unies à la République d'Izaïre comme l'État le plus abolitionniste de fait à travers le monde. Depuis 1978. Entre 1978 jusqu'à la prise du pouvoir par Mosé Laurent Désiré Kabila le 17 mai 1997. Lorsque Mosé Kabila prend le pouvoir, il veut donner l'impression, il veut donner l'image qu'il faut rétablir l'ordre. Et en rétablissant l'ordre, il faut qu'il y ait la sanction. Il faut que la sanction soit effective. Et c'est à ce moment-là que Mosé Laurent Désiré Kabila va commencer à ordonner des exécutions. Moi, je me souviens à l'époque, j'étais encore à Kindu, on avait exécuté les gens au stade de Lumumba. Et même ici à Kinshasa, et partout à travers le pays, il y avait des exécutions. Et nous avons quitté les statuts de l'État, le premier État abolitionniste de fait dans les systèmes des Nations Unies, jusqu'à ce que nous devenions le deuxième État où l'on exécutait les personnes à travers l'étendue du territoire national, juste après la Chine, à la prise du pouvoir de M. Laurent Désiré Kabila. Mais il s'est fait que en 1999, M. Laurent Désiré Kabila se retrouve devant la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à Genève.
Et dans son discours, M. Laurent Désiré Kabila va prendre l'engagement solennel d'abolir la peine de mort en République démocratique du Congo. C'était dans un discours que M. Kabila avait pris cet engagement. Mais il dit que jusqu'à ce que nous arriverons à l'abolition de la peine de mort, c'est un processus. Mais moi, président de la République, je m'engage à ne plus autoriser les exécutions de la peine de mort. C'était un engagement pris dans un discours. C'est M. Laurent Désiré Kabila en 1999. Et arrivé en décembre, M. Laurent Désiré Kabila sera saisi par des demandes de grâce. Et en décembre 1999, M. Laurent Désiré Kabila va signer une décision pour dire qu'il refuse l'exécution de la peine de mort en République démocratique du Congo. Juste après, il fut assassiné par les ennemis de la République. Après l'assassinat, Joseph Kabila prend le pouvoir. Et lorsque Joseph Kabila prend le pouvoir, il succède à son fait père. Au même mois de mars, Joseph Kabila se retrouve, mais à ce moment-là, mars 2001, Joseph Kabila se retrouve devant la même commission des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Au cours de son discours, il va réitérer l'engagement solennel qui était fait à l'époque par son prédécesseur et feu père Laurent Désiré Kabila, pour dire, moi également Joseph Kabila, président de la République, je m'engage à pouvoir abolir la peine de mort dans mon pays. Mais en attendant, je ne veux pas autoriser les exécutions de la peine de mort jusqu'à ce qu'on arrivera à l'aboutissement de l'abolition de la peine de mort. Il n'y a que les discours. Les discours. Il n'y a pas un texte. Et ces discours de Joseph Kabila dataient de mars 2001. Mais juste une année après, plus précisément, le 29 mars 2002, Joseph Kabila va déléguer son ministre de la Justice de l'époque. Il est encore vivant. Mzee Deogracias Massoudi Nguele. Il est encore vivant. On peut le consulter. Et lui, le ministre de la Justice, il va s'adresser aux hauts représentants des Nations Unies, dans la Commission des droits de l'homme, pour dire que le président de la République s'engage à retirer son engagement d'abolir la peine de mort et même d'autoriser des exécutions. Ces discours existent. Là, c'est en 2002. En 2002, le président Kabila va charger son ministre de la Justice de l'époque, Mzee Deogracias Nguele Massoudi. Il est vivant. Parce qu'à l'époque, avant qu'on arrive à la transition 1+4, Joseph Kabila avait mis en place d'abord son premier gouvernement et il a remanié une fois. Mais au niveau de la justice, c'est le même ministre de la Justice qui était gardé. Deogracias Nguele Massoudi. Et aux droits humains, c'était le professeur Alphonse Toumba Luaba. Tous sont encore vivants. Il est ici au niveau du mécanisme maintenant de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Vous pouvez les consulter et vous aurez ample détail. En 2002, Joseph Kabila avait retiré l'engagement. Et jusque-là, aucune décision officielle n'a été signée par Joseph Kabila en disant « ceci est le moratoire ». Alors, qu'est-ce qui a été observé? Pendant tout le temps que Joseph Kabila a été au pouvoir, Joseph Kabila ne répondait à aucune demande de grâce qui lui était adressée. Et tant que le président de la République n'a pas encore donné sa position sur une demande de grâce lui adressée, aucun magistrat du parquet, aucun magistrat de l'auditorat ne peut exécuter cette peine, nonobstant le fait que l'arrêt ou le jugement a acquis la force des choses jugées ou la force des choses décidées avec formule exécutoire. Mais tant que le président de la République ne se serait prononcé, on ne peut pas exécuter cette peine. Parce qu'en pratique, et comment est-ce que ça se fait? Lorsqu'on condamne quelqu'un à la peine capitale ou à la peine de mort, si c'est au niveau de la justice civile, le parquet qui doit exécuter cette peine est tenu. Si c'est au niveau de la justice militaire, c'est l'auditorat. Cet auditorat est tenu de saisir le président de la République en disant « Excellence, Monsieur le Président de la République, en date telle, la juridiction telle a condamné l'un de vos sujets à la peine de mort. Mais vous avez le pouvoir de lui accorder la grâce, tel que vous reconnu aujourd'hui dans la Constitution du pays, à son article 87. Nous aimerions avoir votre position. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on exécute cette personne ou pas?
Et chaque fois que le parquet ou l'auditorat saisit le président de la République, l'auditeur ou le procureur est tenu d'annexer à sa correspondance saisissant le président de la République d'abord la décision qui a acquis la force des choses jugées et aussi 2 projets d'ordonnance. Un projet, bien sûr, 2 projets d'ordonnance. Un projet d'ordonnance portant octroi des grâces présidentielles et un autre projet d'ordonnance portant refus d'octroi des grâces présidentielles. Et tant que le président de la République n'aurait répondu expressément, aucun parquet, aucun auditorat ne peut exécuter cette peine. Alors, il s'est fait que durant tous les temps de Joseph Kabila, il ne répondait à aucune demande des grâces présidentielles. Ce qui a fait de sorte que, chez nous au Congo, nous avons pratiquement un moratoire de fait, un moratoire de facto. Ce n'est pas un moratoire de droit. Alors, si le président de la République ne répond pas, le silence du président de la République ne signifie pas acquiescement. Et il n'y a pas non plus de délai pour dire que le président est tenu de se prononcer en DA 6 mois ou en DA 1 année, en DA, je ne sais pas moi, 2 ans. Si le président ne se prononce pas, cela signifie que le président a acquiescé. Il n'y a pas de délai. C'est pourquoi vous avez constaté que Edi Kapende, à l'époque colonel, condamné en 2001 à la peine capitale, la demande de grâce présidentielle faite auprès du président Joseph Kabila n'a pas répondu. C'est pourquoi Edi Kapende est resté en prison. Et c'est en 2023, presque 22 ans après, que le président de la République est venu répondre à cette demande en disant « Je t'accorde la grâce ». Vous voyez, 22 ans s'étaient écoulés. Alors qu'il était condamné à mort. Il était condamné à mort en 2001. Mais la grâce présidentielle est intervenue en 2023. Mais le fait qu'une personne est condamnée à mort et qu'elle n'est pas exécutée, c'est déjà ce moratoire de fait. C'est ce que je suis en train de dire. En République démocratique du Congo, nous avons pratiquement vécu une forme de moratoire de facto. Ce n'est pas un moratoire de droit. Ce n'est pas un moratoire de jure pour dire ordonnance présidentielle. Pourtant, moi je n'ai pas encore vu ça. Et je n'ai jamais vu ça. J'ai demandé à tous les autres collègues professeurs. Alors maintenant, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faudra faire? Est-ce que ce que la ministre a fait, elle a violé certaines procédures? Non, je ne pense pas que Madame la ministre a violé la loi. Mais je pense que sa manière de procéder peut nous conduire au pire dans le pays. Au pire? Au pire pourquoi? Parce que, mon cher Jean-David Kilolo, tous les juristes n'ont pas le même niveau de connaissance des droits. Tous les procureurs, dans tous les parquets, dans tous les auditorats, tout le monde n'a pas la même compréhension des droits. Et tout le monde n'a pas la même connaissance des faits historiques du pays. Vous avez vu comment la note circulaire de Madame la ministre a été interprétée dans l'opinion. On a semblé constater comme si, au travers de cette note, ou par rapport à cette note, on doit commencer à vivre maintenant les exécutions de la peine de mort. Et n'oubliez pas que dans nos prisons aujourd'hui, il y a des condamnés à mort. Parce que cette décision ne concerne pas seulement des personnes qui seront condamnées demain ou après-demain. Cette décision concerne également des personnes qui étaient déjà condamnées à mort et qui se trouvent dans nos prisons. Vous pouvez vous réveiller demain ou après-demain que, parce que Madame la ministre de la Justice a déjà pris une note circulaire, le procureur, je ne sais pas moi, de Chouapa, je ne sais pas moi, de Lituri ou de Lualaba, il fait sortir les gens, il les exécute. En disant, nous avons déjà l'autorisation de Madame la ministre ici d'exécuter et vous, vous étiez condamné. Alors que aucun procureur, aucun auditeur, c'est-à-dire au niveau du parquet pour la justice civile, l'auditorat pour la justice militaire, personne n'a le droit, personne n'a le pouvoir d'exécuter une personne, nonobstant le fait que cette personne est déjà condamnée à mort. La décision a acquis la force des choses jugées. Mais tant que le président de la République ne s'est pas encore prononcé, on ne peut pas exécuter cette personne sur base de la note circulaire de Madame la ministre. Mais on ne peut pas. Et le magistrat du parquet, la ministre... un instant, le magistrat du parquet ou le magistrat de l'auditorat qui osera exécuter une personne sur base de la note circulaire de Madame la ministre de la Justice, ce magistrat sera lui-même poursuivi pour homicide volontaire. Parce que, avant qu'on exécute,
il faut que le président de la République se prononce expressément. Et c'est ici pour moi l'occasion de faire appel au Conseil supérieur de la magistrature. Il faudra que le Conseil supérieur de la magistrature puisse s'exprimer sur cette question pour donner des orientations claires à l'égard de tous les auditeurs, à l'égard de tous les procureurs. Et ici, j'ai fait principalement allusion au président du Conseil supérieur de la magistrature et qui est président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoleta. J'ai fait allusion au procureur général près la Cour constitutionnelle, Moukolo. J'ai fait appel au premier président de la Haute Cour militaire, Mutombo Katalai. Je fais appel à l'auditeur général près la Haute Cour militaire, Likoulia. Je fais appel au premier président de la Cour de cassation, professeur Ndomba Kabeya Eli Léon. Je fais appel au procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé. Ils doivent se réunir en urgence. Ils doivent se réunir en urgence pour donner des orientations claires à tous leurs collaborateurs de juridiction inférieure, avant que le pire ne nous arrive. Parce que si les conseils supérieurs de la magistrature gardent silence, si les conseils supérieurs de la magistrature ne fait pas rappel à tous les auditeurs, à tous les procureurs des juridictions inférieures, en disant que tant que le président de la République ne se serait pas prononcé expressément sur la demande de grâce lui adressée, vous ne pouvez pas exécuter, nonobstant le fait que Madame la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux a pris sa note circulaire que moi je considère juridiquement il a pris cette note circulaire et non avérée. Sous décision du président Félix Tshisekedi. D'abord, ça a commencé au niveau du Conseil supérieur de la défense, proposé par le ministre d'État, en fait par le VPM Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba qui a proposé au niveau du Conseil supérieur de la défense. Après, ils se sont réunis au niveau du Conseil des ministres. Et là, la ministre a pris cette circulaire sous décision et aussi avec l'accord du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Alors, comment vous voulez que le président se prononce alors que c'est lui-même qui a donné son quitus parce qu'elle ne pouvait rien faire pendant ce temps et en plus, n'oubliez pas que c'est pendant la période d'expédition des affaires courantes. Mon cher Jean-David Kilolo, vous posez plusieurs problèmes au même moment. Je rappelle un principe simple, en même temps un principe sacré du droit pénal. C'est le principe de la légalité. Tout juriste, je dis bien tout juriste, pas forcément un diplômé de droit. Je dis tout juriste connaît que le droit pénal, c'est un droit qui est caractérisé par le principe de la légalité. Sur base du principe, sur base de la nullum crimen, nulla poena sine lege. On ne peut pas retenir un crime, on ne peut pas retenir une peine en charge de quelqu'un si cela n'était pas précédemment prévu dans la loi. Et le droit pénal est toujours de strictes interprétations. Lorsque vous dites que le président de la République a donné son fait vert, a donné son quitus, c'est au travers quelle décision? Le président de la République décide par voie d'ordonnance. Et la procédure ne devrait pas être celle-là. Si Madame la ministre de la Justice, c'est elle qui est la conseillère juridique du gouvernement, après avoir constaté le politique peut s'imaginer des choses, mais vous, en tant que conseillère juridique, vous êtes là pour donner la bonne canalisation de cette décision. Au lieu que Madame la ministre s'adresse aux hauts magistrats qui n'ont rien à voir dans cette histoire, ce n'est pas l'auditeur général Likoulia qui empêche motu proprio l'exécution des peines de mort, non. Ce n'est pas le procureur général près la Cour de cassation, Vondé, qui peut empêcher de lui-même motu proprio l'exécution de la peine de mort dans ce pays. Non. Le problème, c'est l'accord ou la position du président de la République. Il faut que le président de la République réponde au cas par cas. L'article 87 de la Constitution dit c'est lui qui accorde la grâce présidentielle. Et cette grâce, elle n'est pas collective pour dire le président prend une décision déjà en disant ça va, j'accorde la grâce, on ne va plus exécuter. Non. Le président répond au cas par cas. Alors, au lieu que Madame la ministre de la Justice s'adresse aux hauts magistrats, elle devrait plutôt s'adresser au président de la République pour prodiguer un conseil au président de la République en disant, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, comme il y a une volonté au niveau du gouvernement, il y a une volonté politique que nous puissions exécuter la peine de mort dans ce pays pour donner un peu cette image de la répression, pour décourager les personnes qui tenteraient de nager à contre-courant les intérêts de la République, c'est à vous, Président de la République, de faire diligence, de répondre chaque fois que vous êtes saisi pour une demande de grâce présidentielle. Parce que tant que le président ne se prononce
au cas par cas. Aucun parquet, aucun auditorat ne peut appliquer cette peine. Alors maintenant, pendant ce temps, l'erreur est venue d'où? Du président, de la ministre d'État ou du Conseil supérieur de la défense? Moi, je ne sais pas le processus, qu'est-ce qui s'est Oui, mais fait. parce que... Je ne suis pas ici pour établir les responsabilités, l'erreur a été commise ou ainsi de suite. Mais moi, je constate, je donne mon point de vue que la note circulaire de Madame la ministre de la Justice, elle est juridiquement inopérante, elle est juridiquement non avenue. Donc, elle doit être considérée comme si elle n'a jamais été existée en droit. Parce que cette note, elle a été prise sur base du néant. D'abord, le moratoire de jure n'existe pas en République démocratique du Congo. Et de deux, si l'on veut exécuter la peine, il faudra que le président Félix Tshisekedi daigne chaque fois qu'il est saisi de répondre. Si le président, il peut répondre favorablement ou défavorablement. Il peut dire, bon, ça va, à celui-ci, j'accorde la grâce, parce qu'il a le pouvoir d'accorder la grâce même au plus grand criminel du monde. Mais le président a aussi le pouvoir de refuser d'accorder cette grâce. C'est à l'issue de la réponse du président qu'on va exécuter. Si le président ne se prononce pas encore, personne n'a la capacité de procéder à l'exécution de la peine de mort dans ces pays. Et ces magistrats du parquet, ces magistrats de l'auditorat, qui osera exécuter quelqu'un sur base de la note circulaire de Madame la ministre de la Justice, ces magistrats-là sera poursuivi pour homicide volontaire, fait prévu et puni par l'article 45 du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal. Alors là, il faut attaquer cette circulaire, il faut que les députés puissent attaquer la circulaire de la ministre. Pourquoi vous parlez de députés d'attaquer? Oui. Alors que ici, ici, moi j'ai fait appel au Conseil supérieur de la magistrature. J'ai fait appel au président Dieudonné Kamuleta, qui est président également de la Cour constitutionnelle. J'ai fait appel au procureur général Moukolo. J'ai fait appel au premier président de la Cour de cassation, professeur Ndomba Kabeya. J'ai fait appel au procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondi. J'ai fait appel au premier président de la Haute Cour militaire, Mutombo Katalai. Je fais appel à l'auditeur général près la Haute Cour militaire, général Ikoulia. Ils doivent se réunir en urgence. Ils doivent indiquer l'orientation du Conseil supérieur de la magistrature. En réalité, ils doivent rappeler les dispositions légales pour l'exécution de la peine de mort. On ne peut pas exécuter la peine de mort aujourd'hui en République démocratique du Congo sur base de la note de Madame la ministre. Et ce débat, je pense, il doit être inscrit au-delà du débat traditionnel entre les abolitionnistes ou les rétentionnistes. Non, ce n'est pas d'abord. Ça n'a pas. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Ces débats entre les rétentionnistes comme le général Ikoulia, bon, il est aujourd'hui à la retraite, ou les abolitionnistes dirigés aujourd'hui par le professeur Nyabirungu, c'est au-delà d'abord de ces débats. Ici, la peine de mort, elle est encore prévue dans la nomenclature, article 5 du Code pénal, il y a la peine de mort. Mais au niveau de l'article 6, il est dit, le président de la République prendra une décision portant fixation des modalités d'exécution de la peine de mort. Et cette décision existe. Et dans cette décision, il est dit ceci. 1. Si la personne condamnée est un civil, cette personne sera exécutée par pendaison. Si la personne condamnée est un militaire, cette personne sera exécutée par fusillade. Et il est dit, il est fait obligation au parquet pour la justice civile et à l'auditorat pour la justice militaire de saisir préalablement le président de la République. Parce que c'est lui qui est considéré pratiquement comme le roi soleil. C'est lui qui a le droit de donner la vie et le droit de donner la mort. Si le président se prononce, alors à ce moment-là, ça donne... C'est du dialélo, ça. Ce n'est pas du dialélo, c'est l'article 87 de la Constitution. Non, mais quand vous dites le roi Soleil lui-même avait refusé... Non, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire de la grâce présidentielle. Oui, effectivement. Alors, c'est ça l'histoire. La ministre qui a pris cette circulaire pendant la période d'expédition des affaires courantes, comment vous jugez? C'est encore une autre paire de manches. Mais vous pouvez parler pour quelques minutes parce que d'ici là, il y aura la sortie du gouvernement. Il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. Il n'y a pas que Madame la ministre de la Justice et garde des Sceaux qui s'est permis de prendre une telle disposition qui, de mon point de vue, j'estime que cette décision est au-delà de la gestion des affaires courantes qu'ils sont en train d'expédier. Mais il n'y a pas que elle. Presque tous les membres du gouvernement aujourd'hui, c'est considéré comme si nous sommes en état normal. Hier, on m'a communiqué un arrêté qui était signé par un membre du gouvernement où on continue de nommer les gens. Des décisions qui ne rentrent nullement. Mais ils ont dit que
avant de prendre, il faut s'adresser au président de la République. Peut-être cela se justifierait par Mon ça. cher Jean-David Kilolo, je pense que ça c'est un débat, il y a eu beaucoup de débats là-dessus, et je n'aimerais pas revenir, mais je pense que cette situation mérite d'être corrigée avant qu'il ne soit tard. Je pense qu'on doit surveiller, alors de plus près, tous les membres du gouvernement, avec les décisions qu'ils sont en train de prendre. Et d'ailleurs, je suppose qu'il y a même certaines décisions qui risquent d'être antidatées, des décisions graves, qui risquent d'être antidatées. Normalement, tous les membres du gouvernement qui ont été élus, ils devraient partir. Et aujourd'hui, je ne sais pas, l'Assemblée nationale prendra quelle disposition à l'égard de ces membres du gouvernement qui sont restés encore en train de siéger là-bas. Mais je pense qu'à un autre jour, on pourra trouver le temps Alors, maintenant, parce qu'il y a une brèche par rapport au gouvernement, le gouvernement Sama est en partance, il y a d'autres têtes qui vont arriver. Vous voyez qui à la tête du gouvernement? Non, ce n'est pas à moi de voir. Je sais que... Mais vous êtes analyste aussi politique. Bon. Au-delà d'être professeur, avec des analyses percutantes, cette fois-ci même au niveau du gouvernement, vous pouvez avoir un œil des scientifiques. Mais malheureusement, ça ne dépend pas de moi. Mais si tout dépendrait de moi, il y a eu élection. Le gouvernement Sama est en train de partir et il va partir. Peut-être d'ici peu, on aura un premier ministre ou une première ministre dans ce pays. Parce que l'informateur qui, même s'il s'était un peu précipité pour présenter son rapport... Comment précipité? Mais il était dans le temps, non? Il était dans le temps, mais il ne devrait pas présenter son rapport au président de la République avant que la Cour constitutionnelle n'ait terminé à vider du contentieux électoral. Parce que c'est à l'issue du contentieux de résultats que la cartographie MENA est bien fixée, est claire. Le ciel n'est plus nuageux. Parce qu'aujourd'hui, la force qu'avait l'AFDCA avant le contentieux, juste après la proclamation de résultats provisoires par la CENI, et la force de l'AFDC aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Le nombre de députés qu'avait l'UDPS à l'époque, ce n'est plus le nombre de députés qu'a l'UDPS aujourd'hui. Le nombre de députés qu'avait l'UNC à l'époque, ce n'est pas le nombre de députés qu'a l'UNC aujourd'hui. Donc, normalement, l'informateur devrait présenter son rapport après la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Alors, maintenant, les choses sont plus que claires. On a une majorité présidentielle de plus de 450 députés. D'ici peu, on va avoir un premier ministre ou une première ministre. Mais moi, je souhaiterais vraiment que les successeurs de Sama puissent quand même remplir certaines conditions, puissent quand même répondre à un critérium. Premièrement, il doit être patriote ou elle doit être patriote. Comme Sama. Je ne suis pas là pour faire le bilan de Sama. Je ne suis pas là pour juger Sama. Il est en train de partir. Prochainement, quand vous m'inviterez, on fera l'analyse de la gestion de Sama. Je pense qu'il y a des domaines où il a essayé de faire quelque chose. Il y a aussi des domaines où ça reste encore à parfaire. Mais aujourd'hui, ça ne nous concerne pas. Mais je pense que les successeurs de Sama doivent d'abord être un patriote congolais. Quelqu'un qui aime véritablement ses pays. Et non pas quelqu'un qui est là, mais sa tête est ailleurs. Ce n'est pas quelqu'un qui est là avant qu'il ne prenne une quelconque décision. Il faut qu'il pense à l'étranger. Non. Il faut que ce soit quelqu'un qui aime d'abord le Congo. Et de deux, il faut que ce soit quelqu'un qui, au-delà d'aimer le Congo, qui connaît aussi le Congo. Parce qu'il y a de ces gens qui viennent de je ne sais où, il arrive subitement, il va assumer le poste du Premier ministre. Mais un Premier ministre doit être quelqu'un qui connaît le Congo, de Aru jusqu'à Mwanda, de Mobaïmbongo jusqu'à Kasumbalesa, jusqu'à Dilolo. Quelqu'un qui connaît dans ces pays, nous avons autant de provinces, nous avons autant de tribus, et quelqu'un qui est en mesure de manager avec tout le monde. Quelqu'un qui est en mesure de travailler avec tous les enfants de la République. Parce que l'implication de tous les enfants de la République dans la gestion des affaires publiques, ça crée une humiliation nationale. Parce que lorsque vous avez quelqu'un qui ignore certaines réalités du pays, ça sera grave. Et je pense que le successeur de Sama doit être aussi une personne audacieuse. Audacieuse. Une personne qui sera en mesure de prendre des décisions courageuses. Mais parce que Sama, selon certains proches, il y avait des gouvernements parallèles au niveau de la présidence, c'est qui les bloquerait aussi. Moi, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop quand on parle du gouvernement parallèle.
Mais aujourd'hui, par exemple, nous devons regarder tout droit dans l'avenir. Quelles sont les priorités de ces pays? Moi, je pense, au-delà de la priorité sécuritaire ou la priorité de défense, j'estime que la guerre que nous sommes en train de vivre à l'est du pays, c'est une guerre temporaire. Elle peut se terminer du jour au lendemain. Il suffit tout simplement que nous savions ou nous sachions manager correctement notre diplomatie. Parce que j'estime que si cette guerre continue, c'est parce que quelque part notre diplomatie a été en dents d'ici. Mais la plus grande priorité pour moi, c'est la question du social et la question de l'économie. Voilà, merci. Tant que, M. Jean-David Kilolo, je chute, si Oui. vous allez m'accorder quelques secondes, je chute. Allez-y. Tant que l'économie nationale resterait telle qu'elle est, la guerre de l'Est peut prendre fin, mais le social de la population ne s'améliorera pas. Il faudra que le Premier ministre prenne par exemple une décision courageuse. Parce que j'ai parlé, il doit être quelqu'un d'audacieux. Quelqu'un d'audacieux, par exemple, qui prend une décision pour la relecture de tous les contrats publics qui ont été signés dans ces pays. Vous allez dans le secteur minier, lire les cahiers de charges que nous avons passés avec toutes les compagnies minières qui existent dans ces pays pour nous permettre d'avoir de l'argent. Prenez le cas du contrat chinois. Aujourd'hui, nous sommes à sa 5e révisitation parce que ce contrat était un contrat léonin. C'était un contrat qui était conclu en défaveur de la République. Et il n'y a pas que ce contrat. Plusieurs autres contrats de nature ont été conclus. Et il faudra que le prochain Premier ministre, les successeurs de Sama, aient aussi ce courage de prendre de telles dispositions pour que nous puissions aussi redresser notre économie au fait d'améliorer le social. Merci, merci beaucoup, professeur Ahmed. Avec vous, on a toujours de la matière. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt. Merci beaucoup, M. Jean-David Kilolo.